Ava Dubois n'avait jamais imaginé que son mari la troquerait contre un millionnaire pour rembourser ses dettes. Mais ce qui a commencé comme une année de survie s'est transformé en une bataille contre le pouvoir, la corruption et les mensonges. Une bataille qui allait révéler des secrets de famille et mettre sa force à l'épreuve. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays vous nous regardez aujourd'hui. L'accord qui a tout changé. Ava Dubois se tenait devant le miroir de sa salle de bain, essayant de dissimuler les cernes sous ses yeux. Une autre nuit passée à s'inquiéter des factures, d'Antoine Moreau, de tout. À 28 ans, elle se sentait beaucoup plus vieille que son âge. La pile de factures impayées sur le comptoir de la cuisine ne cessait de s'allonger et les promesses d'Antoine Moreau de redresser la situation commençaient à sonner creux. « Chérie, tu ne vas pas croire les bonnes nouvelles. » Antoine Moreau s'engouffra dans leur petit appartement, le visage illuminé de cette excitation familière qui annonçait généralement des ennuis. Le cœur d'Ava Dubois se serra. Elle avait déjà vu ce regard, juste avant qu'ils ne perdent leurs économies au casino, juste avant qu'ils n'empruntent de l'argent aux mauvaises personnes. « Qu'est-ce que tu as fait cette fois, Antoine ?»« Moreau ?» demanda Ava Dubois, la voix fatiguée. Elle l'aimait depuis le lycée, mais parfois l'amour ne suffisait pas. « J'ai tout arrangé, » dit-il, la serrant dans ses bras. « Tu te souviens de Victor Lefebvre? Ce riche type dont je t'ai parlé. Il va nous aider à régler toutes nos dettes. » Ava Dubois se retira de son étreinte, suspicieuse. Victor Lefebvre était tout ce dont Antoine Moreau avait parlé ces derniers temps. Le millionnaire qui s'était intéressé au projet de faire fortune rapidement d'Antoine Moreau. Quel est le piège? Le sourire d'Antoine. Moreau vacilla une seconde. « Eh bien, il veut quelque chose en retour. Il veut que tu restes avec lui pendant 1 an. » Le monde sembla cesser de tourner. Ava Dubois fixa son mari, attendant qu'il dise qu'il plaisantait. Mais le regard dans ses yeux lui dit tout. « Tu m'as vendu ?» Les mots sortirent à peine d'un souffle. « Pas vendu. »« Non, chérie, ce n'est pas comme ça, » s'empressa d'expliquer Antoine Moreau. « C'est juste, il va rembourser toutes nos dettes, tout. Les dettes de jeu, les cartes de crédit, même tes prêts étudiants. Tout ce que tu as à faire, c'est vivre dans son château pendant 1 an. Être sa compagne. » Ava Dubois eut la nausée. « Dégage, chérie, s'il te plaît, dégage. » Elle attrapa la chose la plus proche, un vase à fleurs, et le jeta contre le mur. Antoine Moreau se baissa puis recula vers la porte. « Pense-y simplement, d'accord? Victor Lefebvre vient demain pour discuter des détails. Cela pourrait résoudre tous nos problèmes. » Après le départ d'Antoine Moreau, Ava Dubois s'effondra sur leur canapé usé, son corps secoué de sanglots. Comment sa vie en était-elle arrivée là? Elle avait toujours tout fait correctement. Travaillé dur à l'école, obtenu son diplôme, épousé son amour de lycée. Et maintenant la voilà, échangée comme une propriété pour rembourser les dettes de son mari. Le lendemain matin, à 10 heures précises, on frappa à la porte. Ava Dubois avait à peine dormi, mais elle avait pris une décision. Elle ouvrit la porte pour trouver un homme grand et distingué en costume coûteux. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, et ses yeux étaient froids, comme la classe. « Madame Taylor, dit-il poliment, je suis Victor Lefebvre, puis-je entrer ?» Ava Dubois voulait lui claquer la porte au nez. Au lieu de cela, elle fit un pas de côté. Victor Lefebvre entra, ses yeux parcourant l'appartement miteux avec un dédain à peine dissimulé. « Votre mari m'a expliqué notre arrangement ?» demanda Victor Lefebvre, s'asseyant sans attendre une invitation. « Vous voulez dire comment il a essayé de me vous vendre ?» La voix d'Ava Dubois était aiguë. La lèvre de Victor Lefebvre se retroussa légèrement. « Je préfère considérer cela comme un arrangement mutuellement bénéfique. Je vais rembourser toutes vos dettes, qui, d'après mes calculs, s'élèvent à un peu plus d'1 demi-million de dollars. En retour, vous vivrez dans mon château pendant 1 an, m'accompagnant à des événements sociaux et à des fonctions professionnelles. Et quoi d'autre ?» demanda Ava Dubois. « Rien qui ne vous mette mal à l'aise, » dit Victor Lefebvre poliment. « Je ne suis pas un monstre, Madame Dubois. Je vous offre un moyen de sortir de cette situation. » Il fit un geste vers l'appartement. Ava Dubois sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle ne pleurerait pas devant cet homme. « Et si je refuse? Alors les huissiers viendront, comme toujours. Votre mari doit de l'argent à des gens très dangereux. Mais le choix vous appartient entièrement. » Ava Dubois alla à la fenêtre, regardant la ville où elle avait grandi, Lyon. Elle pensa à sa mère,
qui l'avait élevée seule, lui disant toujours d'être forte, de ne jamais laisser personne la posséder. Mais quel choix avait-elle vraiment? Si j'accepte, dit-elle lentement, j'ai des conditions. Victor Lefebvre leva un sourcil clairement amusé. Vous n'êtes guère en position de faire des demandes, Madame Dubois. Eva Dubois se retourna pour le faire face, le menton levé. Vous achetez peut-être mon temps, Monsieur Lefebvre, mais vous ne me possédez pas. Je ne serai pas votre esclave ni votre jouet. J'assisterai à vos événements et jouerai mon rôle, mais je garderai ma dignité. Pendant un long moment, Victor Lefebvre la regarda simplement. Puis, inopinément, il sourit. Vous n'êtes rien de ce à quoi je m'attendais, Madame Dubois. Très bien. Nommez vos conditions. Je veux ma propre chambre, mon propre espace. Et je veux que ce soit écrit par écrit qu'après 1 an, toutes les dettes sont effacées et que je suis libre de partir. Victor Lefebvre se leva, redressant sa veste. Accord, faites vos valises. Mon chauffeur vous prendra demain matin à 9 heures. Il alla à la porte, puis s'arrêta. Oh, et Madame Dubois, nous devrons faire quelque chose pour votre garde-robe. On ne peut pas vous voir arriver à un bal au palais de l'Élysée vêtu de vêtements de grande surface. Après son départ, Ava Dubois resta seule dans son appartement, se demandant si elle venait de passer un pacte avec le diable. Lorsqu'Antoine Moreau rentra ce soir-là, elle ne lui dit rien. Elle fit simplement ses valises, plaçant soigneusement le vieil album photo de sa mère dans sa valise. Le lendemain matin, une voiture noire élégante s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur, un homme âgé nommé Jacques, l'aida avec ses bagages. Au moment où la voiture s'éloigna, Ava Dubois regarda sa vieille vie disparaître dans le rétroviseur. Elle ne savait pas ce qui l'attendait au château de Victor Lefebvre à Saint-Germain-en-Laye, mais elle se fit une promesse. Quoi qu'il arrive, elle ne se perdrait pas. Elle ne pouvait pas empêcher Antoine Moreau de vendre son temps, mais son âme lui appartenait toujours. Une cage dorée. Les grilles du château de Victor Lefebvre s'ouvrirent automatiquement à l'approche de la voiture. Ava Dubois pressa son visage contre la vitre, admirant l'immense propriété. Des pelouses verdoyantes parfaites s'étendaient à perte, de vue, parsemées de fontaines de marbre et de haies soigneusement taillées. Le château lui-même ressemblait à quelque chose sorti d'un film, tout en pierre blanche et en hautes fenêtres. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, madame. »« Dubois », dit Jacques gentiment en lui ouvrant la portière de la voiture. Les yeux du vieux chauffeur étaient pleins de sympathie, ce qui fit se demander à Ava Dubois combien il connaissait de sa situation. Victor Lefebvre attendait à la porte d'entrée, vêtu d'une tenue décontractée qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de son ancien appartement. « J'espère que le trajet a été confortable ?» demanda-t-il, sans vraiment attendre de réponse. « Marie vous conduira à votre chambre. » Une femme courte et d'âge moyen en uniforme apparut, lui faisant signe de la suivre. Alors qu'elle montait le grand escalier, Ava Dubois ne put s'empêcher de remarquer toutes les peintures sur les murs. Des peintures chères, mais froides en quelque sorte, comme tout le reste dans cet endroit. « Voici votre chambre. »« Madame Dubois, » dit Marie en ouvrant une porte au 2e étage. Ava Dubois entra et retint son souffle. La chambre était plus grande que tout son appartement, avec un immense lit à baldaquin et des fenêtres du sol au plafond donnant sur les jardins. « Monsieur Lefebvre veut que vous soyez prête pour le dîner à 7 heures, » ajouta Marie. « Le placard a été rempli de vêtements appropriés. Sonnez si vous avez besoin de quelque chose. » Elle partit, fermant la porte doucement derrière elle. Ava Dubois alla au vaste dressing et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des rangées et des rangées de vêtements de créateurs, tous à sa taille. Des chaussures, des sacs, des bijoux, tout ce qu'une femme pouvait désirer. Tout sauf la liberté. Elle passa les quelques heures suivantes à déballer ses quelques effets personnels, plaçant le vieil album photo de sa mère sur la table de chevet. À 6h30, elle choisit une simple robe noire dans le placard et essaya de se présenter pour le dîner. La salle à manger était énorme, avec une table pouvant accueillir 20 personnes. Ce soir-là, cependant, il n'y avait que 2 couverts, un à la tête de la table et un à droite. « Ah, parfait timing », dit Victor Lefebvre à son arrivée. Il tira sa chaise pour elle, toujours le gentleman. « J'espère que vous avez faim. Mon chef, Antonio, a été formé à Paris. La nourriture était incroyable, mais Ava Dubois pouvait à peine la goûter.
Victor Lefebvre passa la majeure partie du repas sur son téléphone, donnant occasionnellement des ordres à quelqu'un au sujet des cours des actions et des parts de marché. Finalement, il posa le téléphone et la regarda vraiment. « Nous devons discuter des attentes, » dit-il. « Demain soir, nous assistons à un gala de charité au musée d'Orsay. Vous trouverez une robe appropriée dans votre placard. L'équipe de coiffure et de maquillage arrivera à 5 heures. Je sais me coiffer et me maquiller moi-même, » dit Ava Dubois doucement. Le rire de Victor Lefebvre était glacial. « Ma chère, vous n'êtes plus dans votre ancien monde. Tout ce qui vous concerne se reflète désormais sur moi. Vous devrez apprendre à marcher, à parler et à vous comporter dans mon cercle. » Eva Dubois posa sa fourchette. « Je pensais que je devais simplement être votre compagne, pas votre marionnette. Vous avez accepté de jouer un rôle, » rappela Victor Lefebvre, « à moins que vous préfériez que j'appelle les créanciers de votre mari. » La menace flottait dans l'air entre eux. Ava Dubois repoussa sa chaise et se leva. « Si, vous me le permettez, je suis fatigué. » De retour dans sa chambre, Eva Dubois laissa les larmes couler. Elle s'était promis de ne pas pleurer, mais tout dans cet endroit, dans cette situation, la faisait sentir petite et impuissante. Un léger coup à la porte la fit vite essuyer ses yeux. C'était Marie portant une tasse de thé. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, » dit la femme de ménage gentiment. « La première nuit est toujours la plus dure. »« La première nuit » demanda Ava Dubois. « Vous voulez dire qu'il y en a eu d'autres » Le visage de Marie se referma immédiatement. « Je ne devrais pas en dire plus, mais souvenez-vous, tout dans cette maison a des oreilles. Faites attention à ce que vous dites, même lorsque vous pensez être seul. » Le lendemain matin, Ava Dubois se réveilla et trouva un emploi du temps glissé sous sa porte. Chaque heure de sa journée était planifiée. 9 heures. Petit déjeuner avec Victor Lefebvre, 10 heures. Leçon d'étiquette, 12 heures. Déjeuner, 14 heures. Essayage de vêtements, 17 heures. Coiffure et maquillage, 19 heures. Départ pour le gala. « C'est ridicule, » marmonna-t-elle, mais elle s'habilla quand même. La professeure d'étiquette s'avéra être une femme sévère nommée Madame Dubois, qui passa 2 heures à critiquer tout, de la posture d'Ava Dubois à la façon dont elle tenait sa tasse de thé. Vraiment, Madame Dubois, comment espérez-vous réussir en société si vous ne savez même pas utiliser correctement une fourchette à poisson? Soupira Madame Dubois de façon dramatique. Peut-être parce que j'ai passé ma vie à m'inquiéter de vrais problèmes au lieu de savoir quelle fourchette utiliser, rétorqua Ava Dubois. L'après-midi ne fut pas meilleur. La conseillère, en garde-robe une femme mince nommée Simone, ne cessait de faire de petits bruits déçus en prenant les mesures d'Ava Dubois. « Nous devrons tout resserrer, marmonna-t-elle. Les compagnes de Monsieur Lefebvre sont généralement plus petites. » Au moment où l'équipe de coiffure et de maquillage arriva, Ava Dubois était épuisée. Elles passèrent des heures à travailler sur elle, parlant d'elle comme si elle n'était même pas là. Quand elles eurent enfin terminé et qu'elle se regarda dans le miroir, Ava Dubois se reconnut à peine. Ses cheveux étaient élégamment relevés, son maquillage parfait, et la robe bleu foncé qu'elles avaient choisie la faisait ressembler à une princesse. « Beaucoup mieux, » dit Victor Lefebvre lorsqu'elle descendit. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus qu'une voiture. « Maintenant, souvenez-vous, vous êtes une vieille amie d'université qui séjourne chez moi pendant son divorce. Gardez une conversation légère. Riez des blagues des gens et pour l'amour de Dieu, ne mentionnez pas d'où vous venez vraiment. » Le gala était comme rien de ce qu'Ava Dubois avait jamais connu. Le musée avait été transformé en un pays des merveilles scintillant, avec du champagne qui coulait à flots et des serveurs portant des plateaux de minuscules mets qui coûtaient probablement des centaines de dollars la bouchée. Victor Lefebvre gardait sa main sur son bas du dos, la guidant de groupe en groupe. Elle sourit, hocha la tête et joua son rôle, mais à l'intérieur elle se sentait comme si elle étouffait. Ces gens, avec leur faux rire et leur regard perçant, semblaient attendre qu'elle fasse une erreur. « Et que fait votre famille ?» demanda une femme en diamant, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Avant qu'Ava Dubois puisse répondre, elle entendit une voix familière derrière elle. « Eh bien, si ce n'est pas Victor Lefebvre et sa dernière acquisition. » Ava Dubois se retrouva face à face avec Régine Dupont, la femme qui avait fait la une des pages People l'année dernière après son divorce très public avec Victor Lefebvre. La pièce devint soudainement très silencieuse et très froide. Secret et mensonge. Les lèvres rouges de Régine Dupont se courbèrent en un sourire prédateur
alors qu'elle examinait Eva Dubois de haut en bas. « Oh là là, Victor, vos goûts ont certainement changé. » Elle prit une gorgée de champagne, son bracelet en diamant attrapant la lumière. « Dites-moi, ma chère, combien vous a-t-il offert ?» Ava Dubois sentit la main de Victor Lefebvre se resserrer sur son dos. Les autres invités firent semblant de ne pas écouter, mais leurs yeux étaient fixés sur le drame qui se déroulait devant eux. « Régine, » dit Victor Lefebvre froidement, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. Votre invitation n'a-t-elle pas été révoquée après cette scène malheureuse au gala de Noël ?» Le sourire parfait de Régine Dupont vacilla une seconde. « Oh, chérie, tu sais que le conseil d'administration du musée d'Orsay ne peut pas résister à mes dons. » En parlant d'argent, elle se retourna vers Ava Dubois. « Un conseil, faites tout mettre par écrit. Les promesses de Victor Lefebvre ont tendance à disparaître plus vite que ces femmes. Ça suffit. » La voix de Victor Lefebvre était aiguë. « Ava Dubois, prenons l'air. » Mais Ava Dubois tint bon. Elle avait eu affaire à des filles méchantes au lycée, et Régine Dupont n'était qu'une version adulte de la même chose. En fait, Madame Dupont, Victor Lefebvre et moi venons de discuter de la collecte de fonds pour l'hôpital Necker Enfants Malades. Êtes-vous impliqué dans des œuvres caritatives ou assistez-vous seulement aux fêtes? Le visage de Régine Dupont devint rouge. Tout le monde savait qu'elle avait été exclue de 3 conseils d'administration de plusieurs associations caritatives parisiennes pour détournement de fonds. Sans autre mot, elle se retourna et s'éloigna, à grands pas manquant de renverser un serveur dans sa hâte de s'échapper. « Impressionnant !» murmura Victor Lefebvre à l'oreille d'Ava Dubois. « Mais dangereux. Régine Dupont n'est pas quelqu'un que vous voulez comme ennemi. »« Je n'ai pas peur d'elle, » répondit Ava Dubois. Mais plus tard dans la nuit, de retour, dans sa chambre, elle se demanda si elle devait l'être. Après tout, Régine Dupont avait été là où elle était maintenant, vivant au château de Victor Lefebvre, jouant selon ses règles. Qu'était-il arrivé pour la rendre si amère? Le lendemain matin, Ava Dubois se réveilla et trouva son téléphone qui bourdonnait de messages. Quelqu'un avait pris sa photo au gala et maintenant elle était partout sur les blogs People. « La femme mystérieuse de Victor Lefebvre », titrèrent les journaux. « Le nouvel amour de l'homme d'affaires milliardaire ?» Elle lisait les articles lorsque Marie entra avec son plateau de petit déjeuner. La femme de ménage jeta un coup d'œil au téléphone d'Ava Dubois et soupira. « Il vaut mieux ne pas lire ces choses, Madame Dubois. Elles ne feront que vous contrarier. »« Marie ?» dit Ava Dubois soudainement. « Vous étiez là lorsque... Régine Dupont vivait dans cette maison, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé entre elle et Victor Lefebvre ?» Marie s'occupa à arranger les plats du petit déjeuner. « Ce n'est pas mon rôle de parler de telles choses. S'il vous plaît, dit Ava Dubois. J'ai besoin de savoir à quoi je m'attaque. » La femme de ménage jeta un coup d'œil à la porte, puis parla doucement. « Madame Dupont était comme vous autrefois, jeune, belle, d'un monde différent de celui de Monsieur Lefebvre. Il l'a épousée après 6 mois, mais elle a changé. Ou peut-être la maison l'a-t-elle changé. Elle est devenue obsédée par l'argent, par le statut. Elle a commencé à dépenser plus que même Monsieur Lefebvre ne pouvait le tolérer. Qu'est-il arrivé? Elle a essayé de vendre des histoires à son sujet aux tabloïds, des choses privées, des secrets de famille. Monsieur Lefebvre l'a immédiatement divorcée, l'a complètement coupée. Elle essaye de se frayer un chemin dans la société depuis. Avant qu'Ava Dubois puisse poser d'autres questions, Victor Lefebvre apparut sur le seuil de la porte. « J'ai besoin que vous soyez prête dans 1 heure, » annonça-t-il. « Nous déjeunons avec d'importants associés. » Les quelques semaines suivantes tombèrent dans une routine. Ava Dubois assista à des fêtes et à des événements caritatifs au bras de Victor Lefebvre, apprit à naviguer dans les eaux dangereuses de la haute société et commença lentement à comprendre les dynamiques de pouvoir en jeu dans ce monde. Mais elle ne s'est jamais sentie chez elle dans le château. La nuit, elle errait souvent dans les couloirs, incapable de dormir. C'est ainsi qu'elle découvrit le cabinet secret de Victor Lefebvre au 3e étage. Elle n'avait pas eu l'intention de fouiner, mais la porte était ouverte une nuit, et elle entendit des voix. Victor Lefebvre se disputait avec quelqu'un, au téléphone. « L'accord sera conclu la semaine prochaine », disait-il. « Bien sûr que je suis sûr. Entreprise Dupont ne saura pas ce qui l'a frappé avant qu'il ne soit trop tard. Oui, l'entreprise de Régine Dupont. Considérez cela comme une revanche pour son indiscrétion au gala. » Ava Dubois recula silencieusement, le cœur battant. Victor Lefebvre ne projetait pas seulement de blesser Régine Dupont financièrement, il allait la détruire complètement.
Le lendemain, elle rencontra Régine Dupont dans un café près du château. La femme plus âgée avait l'air fatiguée, la façade parfaitement entretenue, commençant à se fissurer. « Tu viens te moquer ?» demanda Régine Dupont amèrement. « Tu viens te moquer ?» demanda Régine Dupont amèrement. « Non, » dit Eva. « Je suis venue te prévenir, Victor prépare quelque chose concernant ton entreprise. » Le visage de Régine pâlit. « Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que, quoi qu'il se soit passé entre vous et Victor, personne ne mérite de tout perdre. » Régine la fixa longuement. « Tu ne sais vraiment pas dans quoi tu t'engages, n'est-ce pas ? Victor Lefebvre ne garde pas les femmes autour de lui parce qu'il apprécie leur compagnie. Il collectionne les gens, leurs secrets, leurs faiblesses, puis il s'en sert. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi penses-tu qu'il t'a choisi ? Une femme mariée, assez désespérée pour quitter son mari pour de l'argent. Tu es parfaite pour son dernier marché. » Le visage sympathique de sa nouvelle fondation caritative. La presse va adorer. La pauvre fille du mauvais côté des voies ferrées qui consacre désormais sa vie à aider les autres. Ava eut un haut le cœur. « Tu mens. » « Est-ce que je mens ? Consulte son agenda pour jeudi prochain. Réunion du conseil d'administration de la Fondation Lefebvre. Tu dois prononcer un discours sur ton parcours de la pauvreté. Il prépare ça depuis des mois. De retour au château, Eva alla directement dans le bureau de Victor. Elle trouva les documents de la Fondation exactement où Régine avait dit qu'ils seraient. Tout y était. La stratégie de relations publiques, la couverture médiatique prévue, même un brouillon du discours qu'elle était censée prononcer. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle s'était promis de ne pas appeler. « Antoine, c'est moi, on doit parler. » Mais lorsque la messagerie vocale de son mari répondit directement, elle décida de vérifier son appartement. Le trajet en voiture à travers la ville jusqu'à son ancien quartier lui sembla un voyage entre deux mondes différents. Elle frappa à la porte de l'appartement, mais il n'y eut pas de réponse. Leur voisine âgée, Madame Lefebvre, pointa la tête. « Si vous cherchez Antoine, dit-elle, il est parti il y a 2 semaines. Il a tout rangé au milieu de la nuit. Mais voilà ce qui est étrange. Une voiture de luxe est venue le chercher. Une de ces grosses voitures noires, comme celle des riches. » Le sang d'Ava glaça. Elle sortit son téléphone et chercha rapidement les paiements récents effectués à partir des comptes de Victor. Le voilà, un virement de 2 millions d'euros sur un compte offshore, daté du lendemain de son emménagement au château. Victor n'avait pas seulement remboursé ses dettes, il avait payé Antoine pour qu'il disparaisse. Trahison. Et alliance, Ava était assise dans sa voiture devant l'immeuble, les yeux fixés sur son téléphone. 2 millions d'euros. C'est ce que son mari pensait qu'elle valait. Elle n'était pas seulement un moyen de rembourser des dettes, elle était un produit qu'Antoine avait vendu au plus offrant. À son retour au château, Victor l'attendait dans le hall d'entrée. « Où étais-tu » demanda-t-il. « Nous avons la séance photo de la Fondation dans 1 heure. Vraiment, tu pensais que je ne découvrirais rien ?» La voix d'Ava était étonnamment calme. « À propos de la Fondation ? À propos d'Antoine ?» Le visage de Victor ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. « Viens dans mon bureau. Nous ne devrions pas avoir cette conversation ici. » Une fois dans le bureau, Victor se servit un verre. « Qu'est-ce que tu penses avoir découvert exactement ? Tu as payé mon mari pour qu'il disparaisse. Tu prépares toute cette affaire de fondation depuis des mois. Je n'étais pas une femme désespérée que tu as décidé d'aider. J'étais un casting pour ton dernier stratagème commercial. Assieds-toi, Ava. » La voix de Victor était fatiguée. « Oui, j'ai payé Antoine pour qu'il quitte le pays. Je l'ai fait pour te protéger. Penses-tu vraiment qu'il serait resté loin sinon ? Il serait revenu sans cesse, demandant plus d'argent, faisant des scènes. Je t'ai rendu service. » « Un service ?» Ava rit amèrement. « Tu manipules tout depuis le début. Régine m'a dit... » « Régine ?» Victor claqua son verre sur la table. « Tu as parlé à Régine, après que je t'ai spécifiquement mise en garde contre elle. Elle disait la vérité, n'est-ce pas? Sur la façon dont tu collectionnes les gens, tu t'en sers ?» Victor alla à la fenêtre, le dos tourné vers elle. « Tu ne comprends pas comment ce monde fonctionne, Eva. Tout est une transaction. Tout le monde utilise tout le monde. La seule différence, c'est que je suis honnête à ce sujet. »« Honnête ?» Ava se leva, la colère la rendant courageuse. « Tu allais me présenter comme un cas de charité, utiliser mon histoire, pour te faire bien paraître.
La fondation est réelle, dit Victor doucement. L'argent aidera les gens. Ton histoire, une femme qui s'élève au-dessus de ses circonstances, inspirera les autres. Est-ce vraiment si terrible? Mon histoire. Mon histoire parle d'une femme dont le mari l'a vendue pour payer ses dettes de jeu, d'un homme qui pensait pouvoir acheter et vendre des gens comme des actions. C'est l'histoire que je devrais raconter lors du lancement de ta fondation chic. Victor se retourna pour la regarder, son expression dangereuse. Fais très attention, Eva. Tu as signé un contrat. Une année de ta vie m'appartient. Non, dit Eva fermement. Tu as acheté mon temps, pas mon âme, et je ne serai plus ta marionnette. Elle se tourna pour partir, mais Victor la saisit par le bras. Tu ne vas nulle part, nous avons un marché. Lâche-moi. Eva se dégagea juste au moment où Marie apparut sur le seuil de la porte. Monsieur Lefebvre, dit la gouvernante, avec urgence. Monsieur Dupont est là pour la réunion. Il attend dans la salle de conférence. Victor lâcha le bras d'Ava. Nous terminerons cette discussion plus tard. Va dans ta chambre et calme-toi. Marie, assure-toi que Madame Dubois y reste. Mais dès que Victor partit pour sa réunion, Eva eut une idée. Elle se tourna vers Marie. J'ai besoin de ton aide. Madame Dubois, je ne peux pas... S'il te plaît, Marie. Tu as vu ça arriver auparavant, n'est-ce pas? Avec Régine? Avec d'autres? Aide-moi à empêcher que ça n'arrive à nouveau. Marie hésita, puis hocha lentement la tête. Le bureau de sécurité. Il y a des dossiers là-bas, des enregistrements. Monsieur Lefebvre garde tout. Pendant que Victor était occupé à sa réunion, Eva se faufila jusqu'au bureau de sécurité. Le gardien était à son dîner, comme Marie le lui avait promis. En utilisant le code que Marie lui avait donné, Eva entra. Les dossiers étaient exactement où Marie avait dit qu'ils seraient. Vidéos, photos, documents. Preuve d'années de manipulation et de stratagèmes. Pas seulement Régine et Ava, mais des dizaines de femmes. Chacune soigneusement choisie, chacune utilisée pour un marché différent ou un coup de relations publiques. Les mains d'Ava tremblaient, alors qu'elle copiait les fichiers sur son téléphone. Elle venait de terminer lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. Le système de sécurité a détecté une entrée non autorisée, dit une voix d'homme, le chef de la sécurité de Victor. Vérifie ça, répondit la voix de Victor. Et appelle la police si nécessaire. Personne ne me vole. Le cœur d'Eva battait fort. Les voix se rapprochaient. Elle chercha désespérément une autre issue. La fenêtre était trop petite, la porte était la seule sortie. Elle était prise au piège. Soudain, les lumières du couloir s'éteignirent. Elle entendit de la confusion, des gens qui se cognaient contre des objets. Tout le système est en panne. Appela quelqu'un. Ça doit être une surtension. Dans l'obscurité, Eva sentit une main saisir la sienne. « Par ici », murmura Marie. « Vite !» Elles coururent à travers les couloirs sombres, Marie la guidant à travers un labyrinthe, à 2 couloirs de service qu'elles ne connaissaient même pas. Enfin, elles émergèrent dans le garage. « Prends ma voiture », dit Marie en lui donnant les clés. « Je leur dirai que je les ai perdus, mais tu dois partir maintenant. Viens, avec moi », supplia Eva. « Il saura que tu m'as aidé. » Marie secoua la tête. « Quelqu'un doit rester et aider la prochaine. Maintenant, va !» Ava sauta dans la vieille Honda de Marie et s'éloigna en trombe du château. Dans son rétroviseur, elle vit les lumières se rallumer, illuminant l'empire de Victor comme un phare de fausses promesses. Elle alla directement à l'appartement de Régine. La femme qui avait semblé si intimidante au gala répondit maintenant à la porte en survêtement, surprise de voir Eva. « J'ai quelque chose que tu dois voir », dit Ava en levant son téléphone. « Des preuves, à propos de Victor, à propos de tout. » Les yeux de Régine s'écarquillèrent. « Entre, vite !» À l'intérieur, Régine leur versa à toutes les deux un grand verre de vin. « Sais-tu ce que tu fais ?» demanda-t-elle. « Victor Lefebvre n'est pas seulement riche, il est puissant. Il a des amis haut placés. Je sais, dit Ava. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Tu connais ce monde. Tu sais comment le combattre. » Régine l'étudia longuement. « Pourquoi devrais-je t'aider? » « Parce qu'il t'a blessé aussi, et parce que j'ai la preuve de ce qu'il a fait à ton entreprise. Assez pour récupérer tout ce que tu as perdu. » Un sourire lent se répandit sur le visage de Régine. « Eh bien, peut-être que Victor a enfin choisi la mauvaise femme à essayer de contrôler. » Elles restèrent éveillées toute la nuit, parcourant les dossiers, faisant des plans. Régine connaissait des journalistes qui adoreraient exposer les stratagèmes de Victor. Elle avait des contacts au parquet de Paris,
qui essayait de constituer un dossier contre lui depuis des années. Mais au lever du soleil sur la ville, le téléphone d'Ava sonna. C'était Jacques, le chauffeur de Victor. « Madame Dubois, dit-il avec urgence, ils ont pris Marie. Les hommes de Victor, ils disent qu'elle lui a volé, ils l'emmènent au commissariat. » Le sang d'Eva glaça. Elle regarda Régine. « Il va la faire accuser du cambriolage. » Régine prenait déjà ses clés de voiture. « Je connais un bon avocat, mais nous devons faire vite. » Alors qu'elle se précipitait pour aider Marie, Eva réalisa qu'elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour chaque personne que Victor avait jamais utilisée et rejetée. Et cette fois, elle n'allait pas perdre. Riposte. Le commissariat était bondé à l'arrivée d'Ava et Régine. Elles trouvèrent Marie assise sur une chaise en plastique dur, les mains menottées devant elle. Elle semblait petite et effrayée, rien de semblable à la gouvernante confiante qui avait aidé Eva à s'échapper. « Ne dis rien », commanda Régine entrant dans le commissariat comme si elle en était la propriétaire. « Mon avocat arrive. » Juste derrière elle arriva Victor, parfaitement mis malgré l'heure matinale. Ses yeux se rétrécirent lorsqu'il vit Eva. « Eh bien, n'est-ce pas touchant? La voleuse vient aider sa complice. Le seul voleur ici, c'est toi, » rétorqua Eva. « Voler la vie des gens, leur dignité, Madame Dubois. » Une voix douce les interrompit. Un grand homme en costume coûteux s'approcha, lui tendant la main. « Je suis David Dupont. Régine m'a appelé. » Le visage de Victor s'assombrit. David Dupont était le meilleur avocat de la ville et l'ancien avocat de Victor. Les deux hommes se regardèrent, des années d'histoire crépitant entre eux. « David, » dit Victor froidement, « je ne m'attendais pas à te voir impliqué dans une simple affaire de vol. »« Simple ?» David leva un sourcil. « Une employée de confiance depuis 15 ans décide soudainement de vous voler? Ça ne me semble pas simple. En fait, ça ressemble au genre d'affaires qui pourrait intéresser les médias. » Victor tira David de côté, parlant sur un ton bas et colérique. Eva en profita pour s'asseoir à côté de Marie. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « C'est de ma faute. » Marie secoua la tête. « Non, Madame Dubois. Pendant 15 ans, je l'ai vu détruire des gens. Il était temps que quelqu'un riposte. » 20 minutes plus tard, David revint avec un sourire satisfait. « Les charges ont été abandonnées. Monsieur Lefebvre a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. » Victor sortit en furie sans un mot. Mais Ava savait que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. De retour à l'appartement de Régine, elles se rassemblèrent autour de sa table à manger, étalant les dossiers du bureau de sécurité de Victor. « Regardez ça, » dit Régine en montrant un document. « Chaque femme qu'il a fait entrer dans cette maison au cours des 10 dernières années, chacune liée à un marché. Et là, » ajouta David, « les relevés de paiement, des pots de vin pour faire taire les gens, de l'argent pour faire disparaître les problèmes. » Eva regarda les papiers, se souvenant des mots de Victor. « Tout est une transaction. » Il ne parlait pas seulement d'affaires, il voyait toutes les relations de cette façon. « Il nous en faut plus, » dit David. « Ces dossiers prouvent qu'il est manipulateur, mais pas forcément criminel. Il nous faut... » Il fut interrompu par un coup à la porte. Régine vérifia la caméra de sécurité et haleta. « C'est Antoine !» Le cœur d'Ava s'arrêta. Debout dans le couloir se trouvait son mari, nerveux mais bien habillé avec des vêtements neufs et coûteux. « N'ouvre pas, » avertit Marie. « C'est un piège. » Mais Ava se dirigeait déjà vers la porte. Elle avait besoin de réponse. Antoine sembla surpris de la voir. « Chérie, je t'ai cherché partout. Quand j'ai appris que tu avais quitté Victor... » « Arrête. » L'interrompit Eva. « Je sais pour l'argent, Antoine. Les 2 millions d'euros. C'était juste des affaires, dit-il rapidement. Victor m'a proposé un marché, l'argent et un nouveau départ si je restais loin. Mais je n'ai pas pu le faire, chérie. Tu me manquais trop. » Il ment, appela Régine de l'intérieur. Victor l'a envoyé ici pour nous espionner. Le visage d'Antoine changea, devint plus dur. Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire, Eva. Victor possède la moitié de cette ville. Vous ne pouvez pas le combattre. Regarde-moi, répondit Eva, et claqua la porte au nez de son mari. Mais l'avertissement d'Antoine s'avéra vrai. Au cours des jours suivants, leur vie devint un cauchemar. Les cartes de crédit de Régine cessèrent de fonctionner. Marie fut expulsée de son appartement. Les plus gros clients de David l'abandonnèrent soudainement. Il envoie un message, dit David sombrement. Reculez, ou sinon. Puis vinrent les photos,
Des photos de surveillance les montrant tous en réunion, en train de parler, de planifier. Avec les photos, une note « Demain 20h mon bureau. Viens seul, Eva, ou ces photos iront à la police, avec certains ajouts qui les intéresseraient beaucoup. » « Tu ne peux pas y aller, insista Régine. Ce n'est pas sûr. Mais Ava avait pris sa décision. J'ai commencé ça. Je dois finir ça. Ce soir-là, elle ne put pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à sa mère qui, lui, avait appris à se défendre, à ne jamais laisser personne la rabaisser. Que penserait-elle de tout cela? Le lendemain soir, Ava entra dans l'immeuble de bureau de Victor. Les agents de sécurité la laissèrent passer. Ils l'attendaient. Victor l'attendait dans son bureau au dernier étage, les lumières de la ville scintillant derrière lui comme des étoiles. « Je dois avouer, tu m'as surprise, » dit-il. « La plupart des gens craquent beaucoup plus facilement. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, tu ne l'es pas. » Il sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « C'est pourquoi je t'ai choisi. Tel esprit, telle détermination. Mais tu utilises tout ça mal. »« Mal ?» Eva rit amèrement. « Parce que je ne te laisserai pas m'utiliser comme tu as utilisé toutes les autres. » « T'utiliser » Victor se leva, faisant le tour de son bureau. « J'essayais de t'aider. Oui, j'avais des plans pour la fondation. Oui, j'ai payé ton mari bon à rien pour qu'il disparaisse. Mais tout ce que j'ai fait était pour te donner une vie meilleure. » « Une vie meilleure ?» La voix d'Ava monta. « Tu m'as traité comme une propriété. Tu as essayé de me transformer en une de tes marionnettes parfaites de la société. Parce que c'est ce qu'il faut pour survivre dans ce monde, » cria Victor, sa façade froide finissant par craquer. Penses-tu que j'ai aimé te voir lutter pour t'intégrer, les voir te juger, chuchoter à ton sujet? J'essayais de te protéger. Non, dit Eva doucement. Tu essayais de me contrôler, tout comme tu contrôles tout et tous dans ta vie, et c'est pourquoi tu seras toujours seul. Elle se tourna pour partir, mais Victor la saisit par le bras. Ne t'éloigne pas de moi. Tu as signé un contrat obtenu par fraude, dit une nouvelle voix. David Dupont sortit de l'ombre près de la porte, ce qui le rend nul et non avenu. La prise de Victor se relâcha. « Que fais-tu ici ?»« Assurance, » dit Ava, « et obtenir des preuves de ta vraie nature. » Elle leva son téléphone qui avait tout enregistré. « Tu penses vraiment qu'un enregistrement va me faire du mal ?» rit Victor. « Je possède les médias dans cette ville. »« Peut-être, » dit une autre voix. Régine entra, suivie de plusieurs hommes en costume à l'air sérieux. Mais tu ne possèdes pas la police judiciaire. Agent Dubois, je crois que vous avez entendu tout ce dont vous aviez besoin. » Le visage de Victor pâlit lorsqu'il reconnut les agents fédéraux. Son empire de secrets et de mensonges s'effondrait enfin. Alors qu'ils emmenaient Victor, Eva ne ressentit aucune joie, seulement du soulagement. C'était enfin fini. De retour à l'appartement de Régine, Marie attendait avec du champagne, ouvert. « À la liberté », porta-t-elle un toast. « À la justice », ajouta Régine. « À un nouveau départ », dit Ava doucement. Mais alors qu'elle fêtait, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Antoine était toujours là-bas, avec l'argent de Victor et les secrets de Victor. Et quelque part dans la ville, d'autres hommes puissants observaient, attendant de voir qui comblerait le vide laissé par Victor. Ava regarda les lumières de la ville, sachant que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Mais cette fois, elle ne se battait pas seule. Jeu dangereux. Les gros titres du matin criaient dans tous les journaux de la ville « Victor Lefebvre, milliardaire de la banque, arrêté ». Ava regarda les journaux étalés sur la table basse de Régine, ne croyant toujours pas que c'était réel. « Ne fêtez pas encore », avertit Régine en leur versant du café. « Victor a des amis haut placés. Il ne tombera pas sans se battre. » Comme sur commande, le téléphone d'Ava sonna. C'était David Dupont. « Allumez les infos, dit-il avec urgence. TF1. » Elles allumèrent la télévision pour voir Victor sortir du commissariat, l'air parfaitement composé dans un costume coûteux. Son avocat se tenait à côté de lui, lisant une déclaration. Elles allumèrent la télévision pour voir Victor Lefebvre sortir du commissariat central de police de Paris, l'air parfaitement composé dans un costume coûteux. Son avocat se tenait à côté de lui, lisant une déclaration. Victime d'un ex-employé vindicatif et d'une femme qui a tenté de le faire chanter, monsieur Lefebvre. Nous avons des preuves que Madame Ava Dubois, de connivence avec Régine, Dupont a conspiré pour voler des documents confidentiels et faire chanter monsieur Lefebvre. Il retourne la situation contre nous,
chuchota Ava Dubois incrédule. Bien sûr qu'il le fait, dit Régine Dupont sombrement. Et ce n'est pas tout. Regardez qui se tient derrière lui. La caméra pivota pour montrer Antoine Moreau, élégant dans un nouveau costume, acquiesçant aux déclarations de l'avocat de Victor Lefebvre. Ma femme a traversé une épreuve difficile, déclara Antoine Moreau au journaliste, la voix pleine de fausses sollicitudes. Elle ne va pas bien. Ces histoires qu'elle raconte à propos de Monsieur Lefebvre sont le fruit de son imagination. Je veux juste qu'elle rentre à la maison et reçoive l'aide dont elle a besoin. Eva Dubois se sentit malade. Ils essayèrent de la faire passer pour une folle, désespérée, instable. « Ne t'inquiète pas, » dit David Dupont au téléphone. « Nous avons les enregistrements, les documents, qu'ils prétendront que nous avons fabriqués, » coupa Régine Dupont. « Il nous faut quelque chose de plus important, quelque chose qu'ils ne pourront pas déformer. » Un coup à la porte les figea. Marie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, alla vérifier la caméra de sécurité. « C'est Jack, » dit-elle, « le chauffeur de Victor. » Ils le laissèrent entrer. Jacques avait l'air nerveux, jetant constamment des regards par-dessus son épaule. « Je devais vous prévenir, » dit-il. « Le frère de Victor, Alexandre Lefebvre, prend le contrôle de l'entreprise. Il est pire que Victor, si vous pouvez le croire, et il a engagé des enquêteurs privés pour déterrer des informations compromettantes sur vous toutes. »« Qu'il cherche, » dit Régine Dupont avec défi. « Nous n'avons rien à cacher. »« Vous ne comprenez pas, » insista Jacques. « Ce ne sont pas des détectives privés ordinaires, ce sont des gens dangereux, et ils ne vous cherchent pas seulement vous, ils s'intéressent à vos familles, à vos amis, à tous ceux qui vous sont chers. » Ava Dubois pensa à sa mère, vivant tranquillement dans sa petite maison à Annecy. « Il faut prévenir tout le monde. Il y a autre chose, » ajouta Jacques. Avant l'arrestation de Victor, il a transféré des millions d'euros sur des comptes offshore, des comptes au nom d'Antoine Moreau. Les implications frappèrent Ava Dubois comme un coup au ventre. Victor Lefebvre n'avait pas seulement payé Antoine Moreau pour disparaître, il en avait fait un partenaire dans son projet. « Il faut se séparer, » dit David Dupont, lorsqu'ils l'appelèrent pour lui annoncer la nouvelle. « Ils surveilleront l'appartement de Régine. Ava, tu peux rester à la maison d'amis. Marie, j'ai un ami qui tient une chambre d'hôte en dehors de Lyon. Mais avant qu'il ne puisse en faire des plans, le système de sécurité de Régine Dupont bipa. Quelqu'un savait couper le courant du bâtiment. « L'escalier, » dit Régine Dupont rapidement. « Il y a une sortie de service qui mène au parking. » Elles prirent leurs téléphones et leurs documents importants, puis se dépêchèrent de descendre la cage d'escalier sombre. Elles étaient à mi-chemin lorsqu'elles entendirent des pas au-dessus d'elles. « Continuez, » chuchota Marie. « Je... » « Va les distraire. »« Non !» Ava Dubois lui saisit le bras. « On reste ensemble. » Elles arrivèrent au parking, mais la voiture de Régine Dupont avait 4 pneus crevés. La voiture de Jacques était bloquée par un gros SUV noir. « Par ici, » dit Régine Dupont, les conduisant vers un fourgon de service cabossé. Parfois, ça paie de se faire des amis parmi le personnel de maintenance. Elle venait de sortir les clés lorsque des lumières vives inondèrent soudainement le garage. Le SUV noir qui avait bloqué la voiture de Jacques se déplaçait vers elle, suivi de 2 autres véhicules identiques. « Montez !» cria Régine Dupont, sautant sur le siège conducteur. Le fourgon démarra avec un rugissement et Régine Dupont planta l'accélérateur, se dirigeant vers la sortie. Les SUV se lancèrent à leur poursuite dans les rues de la ville. Régine Dupont conduisait comme une femme possédée, prenant des virages serrés et des ruelles, essayant de semer ses poursuivants. « Qui sont-ils » demanda Ava Dubois, se tenant fermement alors qu'elle prenait un autre virage serré. « Les hommes d'Alexandre Lefebvre, probablement, » dit Jacques. « Il utilise une société de sécurité privée appelée Black Shield. Ce sont d'anciens militaires, très professionnels, très dangereux. » Le téléphone de Régine Dupont sonna par le système audio de la voiture. « Bonjour ?»« Régine, » dit une voix masculine douce. « C'est Alexandre Lefebvre. Parlons de la façon dont nous pouvons mettre fin à cette situation pacifiquement. »« Va te faire voir », lança Régine Dupont, prenant un autre virage. « Toujours aussi dramatique, » soupira Alexandre Lefebvre. « J'essaie de vous aider. Victor peut être mon frère, mais je n'approuve pas ses méthodes. Travaillez avec moi à la place. Je peux faire disparaître tous vos problèmes. » « Comme vous, j'avais fait disparaître les autres problèmes de Victor, » demanda Régine Dupont. « Nous connaissons les femmes qui ont essayé de le dénoncer auparavant.
celles qui ont soudainement changé d'histoire ou qui ont disparu complètement. Vous ne savez rien. La voix d'Alexandre Lefebvre se durcit. Dernière chance, arrêtez-vous, et nous pourrons discuter des conditions. Au lieu de cela, Régine Dupont accéléra, se dirigeant vers le pont. Accrochez-vous! Elle vira brusquement, effectuant un demi-tour d'urgence réservé aux véhicules de police. Les SUV ne pouvaient pas suivre sans risquer une collision, avec la circulation en sens inverse. Lorsqu'elles furent enfin sûres de ne plus être suivies, Régine Dupont se gara dans un quartier d'entrepôt abandonné. Tout le monde resta assis en silence, le cœur battant. « Et maintenant ?» demanda Marie doucement. Le téléphone d'Ava Dubois vibra avec un SMS. Il provenait d'un numéro inconnu, mais elle reconnut le style. C'était l'une des victimes. Précédente de Victor Lefebvre, une femme dont elle avait vu le dossier dans les documents volés. Le message était simple. « Besoin de vous rencontrer. Je peux vous aider. Je sais où se trouvent les vraies preuves. » Ce pourrait être un piège. J'ai averti Jacques. Ou ce pourrait être notre chance de les faire enfin tous tomber, répondit Ava Dubois. Régine Dupont la regarda dans le rétroviseur. À vous de décider. On suit votre lead. Ava Dubois fixa le message pendant un long moment. Toute sa vie l'avait menée à ce moment. Chaque trahison, chaque choix difficile, chaque leçon apprise. Elle pensa à toutes les femmes que Victor Lefebvre avait utilisées et abandonnées, au courage de Marie, à la détermination de Régine Dupont à reprendre sa vie en main. « Dites-lui que nous allons la rencontrer », décida Eva Dubois. Mais intelligemment, ensemble. Alors qu'elle faisait des plans, le téléphone d'Ava Dubois vibra à nouveau. Cette fois, c'était Antoine Moreau. « Chérie, s'il te plaît, il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Rentre, juste à la maison. » Elle supprima le message sans répondre. La femme qu'elle avait été, celle qui aurait cru au mensonge d'Antoine Moreau, qui serait retournée en espérant que les choses changeraient, cette femme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'avait pas peur de se battre. Et elle ne faisait que commencer. Vérité cachée. Le petit restaurant à la périphérie de Dijon était presque vide lorsque Ava Dubois entra. Elle avait choisi cet endroit avec soin pour la rencontre, assez public pour être sûr, assez calme pour parler. Régine Dupont et Jacques étaient garés de l'autre côté de la rue, surveillant. David Dupont avait des gens postés à proximité, au cas où. La femme qui l'avait contacté était déjà là, assise dans une banquette d'angle. Elle était plus âgée qu'Ava. Dubois ne l'avait imaginée, peut-être dans la cinquantaine, avec d'élégantes mèches grises dans ses cheveux noirs. Elle se leva lorsqu'Ava Dubois s'approcha. « Merci d'être venue, dit-elle. Je suis Éléonore Delacroix. Il y a 10 ans, j'étais exactement là où vous êtes maintenant. » Ava Dubois s'assit en face d'elle. « Vous étiez l'une. Des arrangements de Victor. » Le sourire d'Éléonore Delacroix était amer. Le premier, en fait, avant Régine Dupont, avant toutes les autres. Et je sais où il garde les vraies preuves, les choses que même vous n'avez pas encore vues. Pourquoi vous présentez-vous maintenant? Parce que ma fille vient d'avoir 18 ans, dit Éléonore Delacroix doucement. Et la semaine dernière, Alexandre Lefebvre lui a proposé un stage dans son entreprise. Ava Dubois comprit immédiatement. Il vous menace par elle. Victor et Alexandre Lefebvre, ce sont deux faces de la même médaille. Victor brise les gens avec le charme et la manipulation. Alexandre le fait avec la peur et la force. Mais ils servent tous deux le même but. Lequel? Le pouvoir. Éléonore Delacroix se pencha en avant. Les Lefebvre ne sont pas seulement riches, ce sont des faiseurs de rois. Ils choisissent qui réussit dans cette ville et qui échoue. Ils construisent des gens pour mieux les détruire. Et ils le font. Depuis des décennies. La serveuse passa avec le café. Lorsqu'elle partit, Éléonore Delacroix continua d'une voix plus basse. Il y a un coffre-fort dans le chalet de Victor Lefebvre au lac d'Annecy. Pas celui que la police connaît. Il y a une autre propriété, cachée sous un autre nom. Tout y est. Des vidéos, des documents, des preuves de pots de vin remontant à 20 ans. Assez pour faire tomber non seulement les Lefebvre, mais la moitié des puissants de la ville. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé ces informations auparavant? Parce qu'ils avaient ma fille. Les mains d'Éléonore Delacroix tremblaient lorsqu'elle souleva sa tasse de café. Mais maintenant, elle est légalement majeure. Et elle commence à poser des questions sur son fonds fiduciaire. L'argent que Victor m'a donné pour me taire. Je ne laisserai pas qu'elle soit entraînée dans leur monde. Le téléphone d'Ava Dubois vibra. Un SMS de Régine Dupont. Des SUV noirs viennent de se garer dehors. Il faut y aller, dit Ava Dubois, se levant. Maintenant. Mais
Éléonore Delacroix lui saisit le bras. « Attendez, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. À propos d'Antoine Moreau. Qu'y a-t-il? Il travaille pour eux depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Bien avant votre mariage. Ils choisissent leurs pions avec soin, planifient tout des années à l'avance. Vous n'étiez jamais un hasard, Eva. Ils vous ont choisi. » Avant qu'Ava Dubois ne puisse assimiler cela, la porte du restaurant s'ouvrit. 2 hommes en costume, noirs entrèrent, suivis par Alexandre Lefebvre lui-même. « Mesdames, dit-il avec calme, vous me permettez de vous rejoindre ?» Éléonore Delacroix pâlit. Ava Dubois chercha son téléphone, mais l'un des hommes hocha légèrement la tête. Alexandre Lefebvre s'assit à côté d'Éléonore Delacroix, qui sembla se rétracter. « Éléonore, je suis déçu. Après tout ce que nous avons fait pour Jessica, laissez ma fille en dehors de ça, » chuchota Éléonore Delacroix. « Je crains que ce ne soit plus possible. » Alexandre Lefebvre se tourna vers Ava Dubois. « Vous avez causé beaucoup de problèmes, Madame Dubois. Mais il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Je ne suis pas intéressé par vos offres, » dit Ava Dubois fermement. « Non ?» Alexandre Lefebvre sortit son téléphone, lui montrant une vidéo. Il s'agissait d'images de surveillance de la maison de sa mère. Un point laser rouge apparut sur la fenêtre, puis se déplaça pour se concentrer sur sa mère, lisant dans son fauteuil préféré. « Un coup de téléphone, » dit Alexandre Lefebvre doucement. « C'est tout ce qu'il faut. » Ava Dubois sentit le sang lui quitter le visage. « Vous n'oseriez pas. »« N'oserais-je pas? Vous avez vu les dossiers. Vous savez de quoi nous sommes capables. » Il sourit et à ce moment-là, il ressemblait exactement à Victor. « Mais ça ne doit pas être comme ça. Travaillez avec moi. Aidez à reconstruire. La Fondation Lefebvre. Soyez le visage de la rédemption et des deuxièmes chances. Tout le monde aime une bonne histoire de rédemption. » La porte du restaurant s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'est Antoine Moreau qui entra, mal à l'aise dans ses nouveaux vêtements coûteux. « Chérie, dit-il, s'approchant de leur table. S'il te plaît, écoute-les. Ils peuvent tout arranger. » Ava Dubois regarda son mari. Vraiment, le regarda. Elle pensa aux paroles d'Éléonore Delacroix. Leur relation entière avait-elle été un mensonge? L'avait-elle jamais vraiment connu? 2 millions n'ont pas suffi, lui demanda-t-elle. Maintenant, vous revenez pour plus? Ce n'est pas comme ça, protesta Antoine. Moreau. Ils nous offrent un vrai avenir, ensemble. Ensemble? Ava Dubois rit. Tu m'as vendu, tu les as laissés menacer ma mère. Il n'y a plus de ensemble. Le téléphone d'Alexandre Lefebvre vibra. Son visage s'assombrit lorsqu'il lut le message. Il faut y aller, maintenant. Trop tard. Les portes du restaurant s'ouvrirent en éclats et des agents de la police judiciaire y firent irruption, armes au poing. Alexandre Lefebvre lança l'agent Dubois. Vous êtes arrêté pour conspiration et entrave à la justice. Les hommes d'Alexandre Lefebvre portèrent la main à leurs armes, mais d'autres agents apparurent de la cuisine. Ils étaient encerclés. Comment? Demanda Alexandre Lefebvre alors qu'il l'enchaînait. Ava Dubois sourit. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir planifier à l'avance. Nous enregistrons tout depuis que je suis entré. Et la fille d'Éléonore, elle travaille avec la police judiciaire depuis des semaines. Il s'avère qu'elle est plus intelligente que vous ne le pensiez. Antoine Moreau essaya de s'enfuir, mais il fut rapidement rattrapé. Alors qu'il l'emmenait, il cria « Ava, s'il te plaît, je peux tout expliquer. » Mais Ava Dubois n'écoutait pas. Elle regardait Éléonore Delacroix, qui avait les larmes qui coulaient sur le visage. « C'est fini, » chuchota Éléonore Delacroix. « Après toutes ces années, c'est enfin fini. » Dehors, Régine Dupont et Jacques se précipitèrent pour les rejoindre. « Vous avez pris un énorme risque, » les réprimanda Régine Dupont. « N'importe quoi aurait pu arriver. » « Mais ça ne l'a pas fait, » dit Ava Dubois, « parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on était plus intelligente que... » La voiture de David Dupont arriva, et Jessica Delacroix, la fille d'Éléonore Delacroix, en sortit. Elle courut pour embrasser sa mère. « Je suis si fière de toi, » dit Éléonore Delacroix à sa fille. « Mais comment? »« Le savais-tu? J'ai trouvé tes vieux journaux intimes, » expliqua Jessica Delacroix. « Et puis j'ai commencé à creuser. Lorsque la police judiciaire m'a approché pour porter un micro-cravate chez Entreprise Dupont, j'ai su qu'il était temps d'agir. » Eva. Dubois observa l'étreinte mère-fille, ressentant un mélange de triomphe et de tristesse. Elles avaient gagné cette bataille, mais à quel prix? Combien de vies les Lefebvre avaient-ils détruites au fil des ans? Son téléphone vibra avec une alerte info.
L'empire Lefebvre s'effondre. Deuxième frère Lefebvre arrêté, d'autres inculpations attendues. Mais en dessous, il y avait un autre message, celui-ci provenant d'un numéro crypté. Vous pensez que c'est fini. Les Lefebvre ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Dormez bien, Madame Dubois. Ava. Dubois montra le message à Régine Dupont qui fronça les sourcils. Ils essayent de vous faire peur. Non, dit Ava Dubois doucement. Ils essayent de me prévenir. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Comme pour confirmer ses paroles, une voiture noire élégante passa lentement devant le restaurant. Les vitres étaient teintées, mais Ava Dubois aperçut le conducteur, une femme qu'elle reconnaissait des dossiers de Victor Lefebvre, quelqu'un qui était censé être mort. La donne changeait. Les joueurs se déplaçaient. Et quelque part, dans la ville, quelqu'un de nouveau faisait déjà des plans. Ombre du pouvoir. La maison sécurisée à Grenoble était petite mais sûre, cachée dans un quartier calme de banlieue. Ava Dubois était assise à la table de la cuisine, entourée de dossiers et de photos. Des preuves provenant du chalet de Victor Lefebvre au lac d'Annecy. L'information d'Éléonore Delacroix avait porté ses fruits, mais ce qu'elles ont trouvé était plus important que quiconque ne l'avait prévu. « Regardez ça », dit Régine Dupont, étalant une série de photographies. Toutes ces personnes au fait de Victor au fil des ans. Des juges, des politiciens, des chefs d'entreprise. Et regardez qui est en arrière-plan de chaque photo. Ava Dubois se pencha. Il y avait une femme élégante et vieillissant avec grâce, observant toujours depuis les bords du cadre. « Qui est-ce »« Catherine de Rohan », répondit David Dupont, entrant avec du café frais. « C'est de la vieille noblesse ?» « Vraiment de la vieille noblesse. Sa famille a pratiquement construit cette ville, et selon ses documents, c'est elle qui contrôlait vraiment les Lefebvre. »« Mais pourquoi ?» demanda Ava Dubois. « Elle est déjà riche et puissante, parce que des gens comme Catherine de Rohan ne veulent pas être vus, » expliqua Éléonore Delacroix. Elle était restée avec elle depuis les arrestations, aidant à reconstituer le tableau d'ensemble. Il préfère travailler par l'intermédiaire de personnes comme Victor et Alexandre Lefebvre, main propre, argent sale. Le téléphone d'Ava Dubois sonna, un numéro masqué. Elle le mit sur haut-parleur. « Bonjour, Madame Dubois. » La voix était cultivée, féminine, âgée. « Je crois qu'il est temps que nous nous rencontrions. » Tout le monde se figea. Ils reconnurent tous la voix des reportages télévisés et des événements caritatifs. Catherine de Rohan, elle-même. « Je ne suis pas intéressée par d'autres menaces, » dit Ava Dubois fermement. « Pas de menaces, ma chère, seulement la vérité. Il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas sur ce qui se passe vraiment dans notre ville. Venez chez moi ce soir, venez seul et je vous dirai tout. » Après la fin de l'appel, tout le monde commença à parler à la fois. « C'est évidemment un piège », insista Régine Dupont. « Mais ce pourrait être notre seule chance de comprendre à quoi nous avons vraiment affaire », fit valoir David Dupont. « Je dois y aller », dit Ava Dubois doucement. « Mais je n'irai pas seul. » Ce soir-là, Ava Dubois monta les marches de l'hôtel particulier des de Rohan à Paris, une énorme demeure historique qui faisait passer le château de Victor Lefebvre à Saint-Germain-en-Laye pour Modeste. Des caméras de sécurité suivaient chacun de ses mouvements, mais elle savait que Régine Dupont et Jacques la surveillaient également, depuis un fourgon de surveillance garé à proximité. Catherine de Rohan ouvrit la porte elle-même. Elle était grande, élégante, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui semblaient m'y voir à travers Ava Dubois. « Brave fille, » dit-elle avec un petit sourire. « Entrez. Du thé ?» La maison ressemblait à un musée, rempli d'œuvres, d'art et d'antiquités inestimables. Catherine de Rohan la conduisit dans un salon où le thé était déjà préparé. « Vous me rappelez moi à votre âge, » dit Catherine de Rohan, versant le thé dans des tasses délicates. « Tellement de feu, tellement de détermination à changer les choses. J'allais révolutionner cette ville, la rendre juste et équitable. » Elle rit doucement. « Puis j'ai appris comment le monde fonctionne vraiment. »« Vous voulez dire que vous avez appris à manipuler les gens ?» demanda Ava Dubois. « À les utiliser comme les Lefebvre l'ont fait ?» Les Lefebvre étaient des outils, rien de plus. Victor se croyait si intelligent, mais il ne faisait que jouer son rôle. Comme votre mari. Que voulez-vous dire, Antoine? Moreau a été choisi il y a des années. Nous vous avons tous les deux observés au lycée. La fille brillante et ambitieuse, et le garçon charmant avec une faiblesse pour le jeu. Nous savions qu'il aurait besoin d'argent, et que vous feriez n'importe quoi pour le sauver. Catherine.
de Rohan sirota son thé. Tout était orchestré, ma chère, chaque étape. Ava Dubois se sentit malade. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que nous avions besoin de quelqu'un d'assez fort pour survivre à ce qui arrive. Quelqu'un qui pourrait comprendre le tableau d'ensemble. Catherine de Rohan posa sa tasse. Les Lefebvre n'étaient que le début. Il y a une guerre à venir. Le vieux pouvoir contre l'argent neuf, la tradition contre le changement. Et vous, ma chère, allez m'aider à la gagner. Les Lefebvre n'étaient que le début. Il y a une guerre à venir. Le vieux pouvoir contre l'argent neuf, la tradition contre le changement. Et vous, ma chère, allez m'aider à la gagner. Je vous offre un véritable pouvoir, pas seulement son illusion. Car au fond, vous savez que le système ne peut être battu, il ne peut être changé que de l'intérieur. Diana se leva et se dirigea vers un meuble, sortant un dossier. Et parce que j'ai la preuve que l'accident de votre mère, il y a 15 ans, n'était pas un accident. Le cœur d'Eva s'arrêta. L'accident de voiture de sa mère lui avait laissé une boiterie et des montagnes de dettes médicales. Des dettes qui avaient poussé Eva à épouser Antoine Moreau lorsqu'il avait promis de les rembourser. Vous avez causé l'accident. Pas moi personnellement. Mais oui, c'était arrangé, tout pour vous mettre sur le chemin que nous avions choisi. La voix de Diana était calme, comme si elle discutait du temps qu'il faisait. Travaillez avec moi et vous aurez tout, le pouvoir, la vengeance, la vérité. Combattez-moi et, bien, elle fit un geste vers le dossier. Il y a d'autres accidents qui attendent de se produire. Soudain, les lumières s'éteignirent. Diana fronça les sourcils. Ce n'est pas possible, ma sécurité est très bonne, dit une nouvelle voix de la porte. Mais je suis meilleure. Une femme entra dans la pièce, son visage caché dans l'ombre. Mais Eva reconnut sa voix. C'était la conductrice de la voiture noire de l'autre jour. Sarah? La voix de Diana trembla légèrement. Vous êtes censée être morte. Surprise, dit la femme froidement. Vous auriez dû vous assurer que vos hommes aient terminé le travail il y a 10 ans. Tout s'est passé très vite après ça. D'autres silhouettes apparurent dans les ténèbres. Diana chercha quelque chose sur son bureau, mais Sarah fut plus rapide. En quelques minutes, Diana était attachée à sa chaise et les lumières se rallumèrent. « Madame Dubois, » dit Sarah, se tournant vers Eva. « Je fais partie d'un groupe qui travaille depuis des années à exposer Diana et son réseau. Nous vous avons surveillé, espérant que vous nous conduiriez à des preuves que nous pourrions utiliser. Ce soir, vous l'avez fait. »« Le thé, » cracha Diana. « Vous saviez que j'allais essayer de la recruter. Et nous savions que vous confesseriez tout, pensant avoir le contrôle. » Sarah sourit. « Tout comme vous l'avez fait avec Victor, avec Alexandre, avec tous. Mais cette fois, tout est enregistré. » Eva toucha son collier, celui que Régine lui avait offert plus tôt, en disant que c'était pour la chance. « La caméra ?» Sarah hocha la tête. « Qualité parfaite. Assez pour faire tomber Diana et tous ceux qui sont liés à elle. » Diana rit soudainement. « Vous êtes des imbéciles. Vous pensez que je suis la seule? Il y en a d'autres, des acteurs plus importants. Ils ne vous laisseront pas diffuser les fichiers, » dit Sarah dans un talkie-walkie. « Tous, chaque serveur, chaque emplacement. » Les téléphones se mirent à vibrer dans toute la maison, alors que les alertes infos devenaient folles. Le visage de Diana pâlit lorsqu'elle lut les gros titres. « Exposition mondiale », expliqua Sarah. « Pas seulement votre réseau, tous, chaque grande ville, chaque empire corrompu. C'est fini. » Plus tard, alors qu'elle regardait Diana être emmenée par les agents fédéraux, Eva se tourna vers Sarah. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité dès le début? Au sujet du plan plus vaste? Parce que vos réactions devaient être authentiques. Diana devait croire que vous travailliez seule. » Sarah sourit tristement. « Je suis désolée pour tout ce que vous avez vécu. Mais votre force a rendu cela possible. Vous avez fait ce qu'aucun d'entre nous n'a pu faire. Vous les avez rendus négligents. Vous les avez fait révéler leur vraie nature. » Le téléphone d'Ava vibra. Un message d'Antoine Moreau envoyé de prison. Quoi qu'il vous ait dit sur nous, sur notre passé, ce n'était pas entièrement un mensonge. Je vous aimais. Je vous aime toujours. Elle supprima le message sans répondre. Le passé était le passé. Elle avait un nouvel avenir à construire. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la voiture où Régine et Jacques l'attendaient, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Un symbole griffé sur le trottoir, le même symbole qu'elle avait vu dans certains des plus anciens dossiers de Victor.
Un rappel que même lorsqu'une ombre se levait, d'autres attendaient pour prendre sa place. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que se déplacer vers de nouveaux champs de bataille, avec de nouveaux acteurs et des enjeux plus importants. Mais cette fois, Eva n'était pas seulement une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Elle jouait enfin sa propre partie. Le prix de la liberté. Un mois après l'arrestation de Diana de Rohan, Ava se tenait devant son miroir, ajustant sa veste de tailleur. Elle ne se reconnaissait presque plus, non pas à cause des vêtements coûteux ou de la coiffure. Sophistiquée, mais à cause de la confiance dans ses yeux. Elle témoignait aujourd'hui devant le tribunal, aidant la police judiciaire à construire son dossier contre tout le réseau. « Prête ?» demanda Régine de Laporte. Elles étaient devenues de vraies amies au cours des derniers mois, leur expérience partagée créant un lien plus fort que ce que l'une ou l'autre n'avait prévu. Presque. Ava prit la photo de sa mère sur la commode. « J'ai appelé le centre de rééducation ce matin. Maman va très bien avec sa nouvelle. Thérapie physique. C'est incroyable ce que des soins médicaux appropriés peuvent faire lorsque vous ne vous noyez pas dans les dettes. » La police judiciaire avait découvert que les hommes de Diana avaient manipulé la voiture de sa mère toutes ces années auparavant, causant l'accident. Dans le cadre du règlement, toutes les dépenses médicales, passées et futures, ça a été prise en charge par la succession de Rohan. « Sarah attend en bas, » dit Régine. Elle a de nouvelles informations. Sarah était devenue leur lien avec ce qu'elle appelait le réseau, un groupe de personnes travaillant à exposer la corruption dans les villes du monde. Entier. Elle attendait dans le salon de Régine, l'air sérieux. « On a un problème, » dit Sarah sans préambule. « Antoine Moreau a été libéré. »« Quoi ?» Eva sentit son estomac se nouer. « Comment ?» Quelqu'un a payé sa caution. Beaucoup de quelqu'un, en fait. Diana est peut-être tombée, mais certains de ses amis sont toujours libres. Ils essaient de l'utiliser contre vous avant le procès. Comme sur commande, le téléphone d'Ava vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo d'elle. Et d'Antoine Moreau le jour de leur mariage, suivi d'un message « Vous souvenez-vous du temps où l'amour était simple? Retrouvons-nous à notre ancien rendez-vous, dans 1 heure. » C'est évidemment un piège, dit Régine. Bien. Sûr que oui. Eva regarda la photo. Mais j'ai besoin d'y mettre fin, une fois pour toutes. Leur ancien rendez-vous était un petit parc où ils avaient eu leur premier baiser au lycée. Ava avait des agents de la police judiciaire cachés à proximité et les hommes de Sarah surveillaient aussi. Mais lorsqu'elle arriva, elle ne trouva que Antoine Moreau, assis seul sur leur banc préféré. Il avait l'air différent, plus maigre, fatigué, les vêtements coûteux remplacés par son vieux jean et son t-shirt. « Vous êtes venu, » dit-il doucement. « Dites ce que vous avez à dire, Antoine Moreau. Je sais que vous pensez que tout était un mensonge, que je ne faisais que jouer un rôle dans leur jeu. » Il se leva, faisant un pas vers elle. « Mais vous avez tort. Ils m'ont approché en terminale, oui. Ils ont proposé de m'aider avec mes dettes de jeu si je restais proche de vous. Mais j'étais déjà amoureux de vous. Cette partie était réelle. »« Réelle ?» Eva rit amèrement. « Vous m'avez vendu à Victor Lefebvre, parce qu'ils ont menacé de vous faire du mal. » La voix d'Antoine Moreau craqua. « Les hommes de Diana, ils m'ont montré des photos de vous, de votre mère. Ils ont dit que si je ne jouais pas le jeu, ils finiraient ce qu'ils avaient commencé avec l'accident de votre mère. Alors vous avez décidé de me protéger en me vendant. J'ai décidé de vous donner une chance de vous battre. Je savais que vous étiez plus forte que Victor, plus forte que n'importe lequel d'entre eux. Je savais que vous trouveriez un moyen de les battre. » Eva le regarda, voyant pour la première fois à quel point il avait été piégé dans leurs jeux aussi. Mais cela n'excusait pas ce qu'il avait fait. « Ils me proposent un marché, » continua Antoine Moreau. « Témoigner contre tout le réseau, de Diana en échange de l'immunité. Mais je ne le prendrai pas si vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi avez-vous besoin de ma permission? Parce que mon témoignage révélera tout, y compris des choses sur votre père. » Eva sentit comme si on lui avait donné une gifle. « Mon père nous a abandonnés quand j'étais bébé. » « Non. » Antoine Moreau sortit une vieille enveloppe. « Il travaillait contre la famille de Rohan. Ils l'ont fait tuer. Votre mère n'a jamais connu la vérité. Ils l'ont convaincu qu'il était parti avec une autre femme. » Les mains d'Ava tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvèrent de vieilles photos, des documents, des coupures de journaux. Son père ne les avait pas abandonnés. Il avait été un lanceur d'alerte, essayant d'exposer la corruption des de Rohan il y a 28 ans.
Le père de Diana a ordonné le coup, expliqua Antoine Moreau. C'est pourquoi ils vous ont surveillé toute votre vie. Ils avaient peur que vous découvriez la vérité et que vous poursuiviez le travail de votre père. Depuis combien de temps? Savez-vous cela? Ils me l'ont dit juste avant l'affaire Victor. Ils ont dit que si je ne coopérais pas, vous auriez le même sort que votre père. Soudain, des coups de feu retentirent. Antoine Moreau poussa Eva au sol alors que des balles sifflaient autour d'eux. « Couchez-vous » cria la voix de Sarah. Ces hommes sortirent de leur cachette, se lançant dans une fusillade avec des assaillants invisibles. « Allez !» Régine apparut de nulle part, les entraînant vers une voiture qui attendait. « On doit vous mettre toutes les deux en sécurité. » Alors que Jacques les éloignait rapidement du parc, Eva serra l'enveloppe avec les photos de son père. Qui étaient-ils? Les derniers fidèles de Diana, dit Sarah sombrement. Ils sont désespérés maintenant. Le procès commence demain, et avec le témoignage d'Antoine Moreau, Charles ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Demanda Ava doucement. Si, dit Régine avec fermeté, parce qu'on va les arrêter. Nous tous, ensemble. De retour à la maison sécurisée, Ava passa des heures à lire les anciens dossiers de son père. Il avait découvert la même chose qu'elle, que la corruption de la ville allait plus loin que quiconque ne le savait. Il était mort en essayant d'exposer la vérité. « Je témoignerai, » dit Antoine Moreau doucement. « Je dirai tout ce que je sais. Non pas pour l'immunité, mais parce que c'est juste, parce que c'est ce que votre père aurait fait. » Eva le regarda, vraiment le regarda. Le garçon qu'elle avait aimé, l'homme qui l'avait trahi, le pion qui avait été aussi piégé qu'elle. Elle ne pouvait pas lui pardonner, pas encore, mais peut-être pouvait-elle le comprendre. « D'accord, dit-elle, mais après le procès, après que tout cela soit fini, c'est terminé, vraiment terminé. Je sais. » Il sourit tristement. « Vous êtes devenue celle que vous étiez toujours destinée à être. Je suis juste désolé de vous avoir causé tant de douleurs en cours de route. » Cette nuit-là, Eva ne put pas dormir. Elle se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville, pensant à son père. Il était mort en combattant les mêmes ombres qu'elle combattait maintenant. Mais il s'était battu seul. Elle avait quelque chose qu'il n'avait pas. Une équipe, un système de soutien, des gens qui comprenaient la vérité et qui étaient prêts à se tenir à ses côtés contre les ténèbres. Son téléphone vibra avec un message de Sarah. Nouvelles informations. Diana avait une fille. Elle est dans la ville. Un autre acteur, une autre ombre, une autre bataille à venir. Mais cette fois, Eva était prête. Elle avait perdu son père dans ce combat. Elle avait failli se perdre elle-même. Elle avait été trahie, manipulée et menacée. Mais elle avait survécu. Elle était devenue plus forte. Demain, elle témoignerait. Elle raconterait au monde ce qui s'était passé avec Victor, avec Diana, avec tout ça. Et puis, elle trouverait à la fille de Diana et toutes les autres menaces qui apparaîtraient, parce que certains combats valèrent le coup. Certaines vérités devaient être dites, et certaines ombres devaient être mises en lumière, peu importe le temps que cela prendrait. Boucle. Les marches du palais de justice de Paris étaient bondées de journalistes lorsque Ava arriva pour le dernier jour du procès. 3 mois de témoignages avaient exposé des décennies de corruption, menant à des centaines d'arrestations dans toute la ville. Maintenant, c'était presque fini. « Prête ?» demanda Régine, se tenant à côté d'elle. Leur amitié était devenue l'une des rares bonnes choses à être sortie de tout ce gâchis. « Autant que je le serai jamais, » répondit Eva. Aujourd'hui, Diana de Rohan connaîtrait sa peine. Mais plus important encore, Eva avait décidé de dire toute la vérité sur son père devant le tribunal. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Diana était assise à la table des accusés, toujours élégante malgré sa combinaison de prison. Lorsqu'elle vit Eva, elle sourit de ce même sourire froid. La cour appelle Ava Dubois. Annonça le juge. Ava se dirigea vers le box des témoins, sentant les yeux de tous sur elle. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait affronté pire que ça. « Madame Dubois, » commença le procureur, « vous avez un témoignage supplémentaire. » Pour la cour ? Oui. Ava prit une profonde inspiration. « Je veux vous parler de mon père, Michel Dubois. Il y a 28 ans, il a découvert ce que faisait la famille de Rohan. Il a essayé de les exposer. Et Thomas de Rohan, le père de Diana, l'a fait tuer. » La salle d'audience éclata en murmures. Le visage de Diana pâlit. « C'est un mensonge. » Diana se leva, son calme se brisant enfin. « Vous n'avez aucune preuve. » En fait, si. Sarah entra,
portant un dossier d'apparence familière. Ceci a été trouvé dans un coffre-fort, attendant d'être ouvert pour le 30e anniversaire de la fille de Diana. Votre père a gardé des registres, Diana. De tout. Diana s'affaissa sur sa chaise, alors que Sarah remettait le dossier au juge. À l'intérieur se trouvèrent des registres détaillés de décennies de crimes, y compris l'ordre de tuer Michel Dubois. Mon père est mort en essayant de protéger cette ville, continua Eva. La famille de Rohan ne l'a pas. Seulement tué, ils l'ont effacé. Ils ont fait croire à ma mère qu'ils nous avaient abandonnés. Ils m'ont fait grandir en pensant que mon père ne me voulait pas. Elle se tourna pour faire face directement à Diana. Vous m'avez surveillé toute ma vie, craignant que je découvre la vérité. Vous avez essayé de me contrôler par l'intermédiaire d'Antoine Moreau de Victor, par des menaces et des manipulations. Mais vous avez oublié quelque chose d'important. Et qu'est-ce que c'est ? Demanda Diana doucement. Je suis la fille de mon père, et comme lui, je n'abandonne pas. Après son témoignage, les événements se sont succédés rapidement. Diana a été condamnée à la prison à vie. Son réseau a été démantelé, ses biens saisis. La ville a commencé le long processus de guérison. 1 mois plus tard, Eva se tenait devant une petite pierre tombale. C'était la première fois qu'elle visitait la tombe de son père en connaissant la vérité. « J'aurais aimé vous connaître », dit-elle doucement, déposant des fleurs près de la pierre. « Vraiment. Vous connaître, pas seulement les mensonges qu'ils ont racontés à votre sujet. Ils seraient fiers de vous, dit une voix derrière elle. Elle se retourna pour voir un homme âgé qu'elle ne reconnaissait pas. « Excusez-moi, je vous connais. »« Non, mais je connaissais votre père. J'étais son partenaire au journal avant. » Le vieil homme fit une pause. « Je suis celui qui l'a aidé à cacher ses preuves. Je vous ai surveillé depuis, à distance. Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit la vérité? Ce n'était pas sûr. Pas avant maintenant. » Il lui tendit un paquet. « Ceci appartenait à votre père. Ses notes, ses photos, sa vraie histoire. Je pense qu'il est temps que vous les ayez. » Plus tard dans la soirée, Eva était assise dans son nouvel appartement, lisant les vieux journaux de son père. Ses mots peignaient le portrait d'un homme qui aimait sa famille avec ferveur, qui croyait en la justice, qui est mort en essayant de rendre le monde meilleur. Son téléphone vibra, un message de Sarah. Nouvelles informations. La fille de Diana a pris contact. Elle veut vous rencontrer. Un autre chapitre commence, mais cette fois, Ava était prête. Le lendemain matin, elle a retrouvé Régine pour un café dans leur café préféré. Le même café où, il y a des mois, elles avaient commencé à travailler ensemble contre Victor. « Alors maintenant quoi ?» demanda Régine. « Vous allez rencontrer la fille de Diana ?»« Oui, mais pas seule. » Ava sourit. « On est là pour ça, ensemble vous. Vous souvenez? Toujours ?» Régine leva sa tasse à café, au nouveau départ et aux vieilles vérités. Ça m'ajouta Eva. Son téléphone vibra à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Dubois, je crois que nous avons beaucoup à discuter. Les péchés des pères et des mères. CB, Catherine de Rohan, la fille de Diana, la dernière. Pièce du puzzle. » Ava regarda sa mère, maintenant en larmes en lisant les derniers mots de son mari. Elle a pensé à son père, à Diana, à Victor et à tous les autres qui avaient essayé de contrôler sa vie. Une dernière bataille, une dernière vérité à découvrir. Mais cette fois, elle n'était pas la jeune fille naïve qui avait été vendue dans le monde de Victor. Elle n'était pas un pion, une victime ou un outil pour les plans de quelqu'un d'autre. Elle était Ava Dubois, la fille de son père, une femme qui avait affronté un empire d'ombre et gagné. Et son histoire ne faisait que commencer. Efienne,